Comment l'expertise France soutient-elle l'Ukraine dans son effort de résistance? À quoi ressemble le centre Superhumans dans la région de Lviv, l'hôpital pédiatrique à Tchernigiv ou encore le théâtre dans cette ville menacée? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Gallagher Fenwick, grand reporter, éditorialiste de la politique internationale, et Jules Bismuth, chargé de communication à Expertise France. Gallagher est en train de réaliser un reportage vidéo sur les multiples actions d'Expertise France en Ukraine et sur la vie en Ukraine pendant la guerre. Aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi tout à fait intéressants. Gallagher Fenwick, tout d'abord, bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes éditorialiste dans les affaires internationales. Vous êtes aujourd'hui ici, vous êtes aussi écrivain, vous êtes auteur d'un livre sur Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. C'est important parce que nous sommes en Ukraine. Et vous êtes ici en voyage avec Expertise France. Bonjour Jules. Bonjour. Jules Bismuth, vous êtes avec l'Expertise France, une organisation présente en Ukraine depuis 2006. Donc ça fait déjà 20 ans en Ukraine. Donc d'une manière absolument solidaire et importante, vous soutenez l'Ukraine dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la justice, reconstruction, santé et autres. Et donc voilà, vous effectuez aujourd'hui ce voyage pour, entre autres, faire un documentaire et pour voir en fait quelle est l'action de l'Expertise France en Ukraine. Ma première question va à vous, Jules. Expliquez-nous en 2 mots l'action de l'Expertise France en Ukraine et notamment qu'est-ce qui a changé après la grande invasion russe et de quelle manière ça a changé justement votre travail. Bien sûr. Déjà, merci de nous recevoir, Tetiana. On est très heureux d'être avec vous. Alors, Expertise France, en 2 mots, c'est l'Agence française de coopération technique internationale. C'est une agence qui a été créée en 2015 et qui fait désormais partie du groupe Agence française de développement. Et derrière ces grands mots, il y a des actions très concrètes. En fait, Expertise France s'est spécialisée dans la mise en œuvre de projets de coopération à l'étranger. On a un peu plus de 400 projets maintenant qui sont actifs à travers le monde dans plus de 170 pays, et ce sont des projets qui visent à mettre en commun des expertises, à réunir des équipes d'experts, que ce soit des experts français, internationaux ou locaux dans les pays dans lesquels on intervient, pour répondre à des grands enjeux de coopération internationale et dans une dynamique d'atteinte des objectifs de développement durable. Derrière tout ça, il y a des actions très concrètes, très locales, qui visent à précisément mettre en œuvre des solutions pour répondre à des besoins au niveau local, au niveau national et au niveau international. Ça va de domaines comme la gouvernance économique, à la santé, au développement durable, à la sécurité, aux droits humains. Donc c'est vraiment très vaste, ça englobe et embrasse beaucoup de thématiques. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce partage d'expériences, ce partage de bonnes pratiques entre experts venant de différents horizons. Voilà en quelques mots. Et alors, pour ce qui est de notre travail en Ukraine, on intervient, comme vous l'avez dit, depuis 2006, donc bien avant évidemment le début de la guerre, mais précisément depuis 2022. Ce qui a changé, à la fois tout a changé et rien n'a changé, dans le sens où on continue de travailler comme on l'a toujours fait avec nos partenaires dans divers domaines que vous avez commencé à mentionner, la justice, la santé, l'économie, le soutien aux écosystèmes de l'entrepreneuriat ukrainien, tout ça dans une dynamique de résilience. Ce qui a changé et la brique qui a été apportée à partir de 2022, c'est finalement cette dynamique de reconstruction et d'accompagnement pour montrer que en fait, l'Ukraine se bat sur 2 fronts.
le front que tout le monde connaît, et celui qui est en arrière-plan, mais qui est tout aussi important, qui est celui de la reconstruction et de l'appui économique, de la résilience, pour justement appuyer cet effort collectif. Et nous, Expertise France, on vient appuyer tout cela avec du partage d'expérience et d'expertise qui va d'ailleurs dans les deux sens, de l'Ukraine vers la France et de la France vers l'Ukraine. On est une équipe qui se consolide de mois en mois. On est en effet assez nombreux, près de 70 dans le bureau d'Expertise France ici. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce partage d'expérience et d'expertise, et on apprend aussi beaucoup de nos partenaires ukrainiens, parce que l'expertise et le partage va évidemment dans les deux sens, et c'est la philosophie d'Expertise France en général. D'ailleurs, vous êtes avec Expertise France depuis un certain temps, donc vous vous rendez en Ukraine, vous faites ce documentaire, vous incarnez en quelque sorte cette action que l'Expertise France est en train de mener en Ukraine. Une question très simple, pourquoi est-ce si important pour vous, grand reporter, journaliste, expert, vous êtes expert pas dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays aussi, parce qu'on connaît aussi votre livre sur Gaza, par exemple. Pourquoi pour vous, ce que fait l'Expertise France est tellement important ? Il y a plusieurs notions qui ont été mentionnées par Jules qui renvoient en fait à des valeurs. Je pense que le terme de coopération, d'abord, il est très important. Cette idée de s'inscrire dans une dynamique ou dans un rapport horizontal d'échange, de partage et de bénéfices mutuels. L'autre idée, et je pense qu'elle est matricielle dans cet effort, c'est on est ici dans un effort documentaire, mais aussi de solidarité. Et ces deux choses-là, elles vont ensemble, parce qu'on vient recueillir des paroles et aller au contact du terrain. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus important que cela. Ça permet de quitter parfois des idées qui peuvent être abstraites, des concepts qu'on aime brandir, mais dont on ne comprend pas toujours le sens, et de vraiment venir, j'allais dire, voir, entendre, toucher leur réalité matérielle. Donc quand on vous dit c'est très important d'accompagner le monde de la culture parce qu'il fait partie de la résistance, de la résilience, pour utiliser un terme qui est très à la mode, et que vous allez voir le théâtre de Tcherniv qui a été touché par un missile à fragmentation il n'y a pas très longtemps, qui a tué des gens, notamment des enfants, à quelques centaines de mètres de ce théâtre, avec un toit qui a été explosé, des lustres qui ont été pour certains perdus, pour d'autres sauvés, et que vous parlez avec la directrice réellement nommée, et que vous entendez dans une pièce pas très loin un ténor en train d'échauffer sa voix, et que vous descendez dans un lieu que tristement maintenant les Ukrainiens et les Ukrainiennes connaissent trop bien, à savoir un shelter, comme on dit en mauvais français, donc un abri anti-bombe, et que vous voyez toutes les dispositions ont été prises là pour pouvoir poursuivre le travail culturel, et que vous demandez un peu naïvement à la directrice du théâtre, mais pourquoi c'est important de continuer à faire du théâtre pendant la guerre, et qu'elle vous explique en fait le sens que ça a, et même le sens additionnel que ça prend en temps de guerre. Chanter en temps de paix, c'est pas la même chose que chanter en temps de guerre. Et ça, la directrice du théâtre, le ténor, un des acteurs qu'on a interviewé, nous l'ont expliqué avec leurs mots, avec leurs émotions, avec leur détermination, et c'est évidemment très émouvant. Et puis comme le disait Jules, ça nous permet aussi d'apprendre énormément. Et pour moi, à titre personnel et professionnel, ça me permet, quand je reviens en France et qu'on m'interroge sur la situation ukrainienne, de rapporter des choses que j'ai ressenties, que j'ai vues et que j'ai pu mieux comprendre en accompagnant justement Jules et Expertise France sur ces différents terrains pour aller voir ce qui est en train de se passer sur le front de l'économie, celui de la culture, on vient d'en parler, mais aussi celui de la santé, celui de la justice, qu'il ne faut pas oublier et qui a tendance à être beaucoup mis de côté quand même en ce moment dans les relations internationales. Donc c'est un peu de tout cela. Un peu de tout cela, à part... cette visite à Tchernihiv, nous allons y revenir. Gallagher, Jules, vous étiez également dans la ville de Lviv, c'était avant-hier, je crois, et vous avez visité le centre de Superhumans. C'est un centre très réputé en Ukraine qui traite notamment des soldats ou aussi des civils qui ont perdu leurs membres, soit jambes, soit le bras. Et donc, qu'est-ce que vous avez vu et comment l'Expertise France déjà soutient le centre ? Oui, alors oui, cette visite au centre a été particulièrement marquante et je vais vous dire
dire dans une minute pourquoi. D'abord, on a eu la chance d'être avec Olga Rudneva et d'avoir le partage de sa vision, donc qui est la cofondatrice du Centre Superhumans, et qui nous a partagé cet esprit extrêmement solaire et positif du centre, qui vise précisément à reconstruire. Et ce qui nous a beaucoup frappé avec Gallagher, c'est le mot de famille qui est beaucoup revenu dans les conversations, que ce soit avec Olga Rudneva ou avec les patients qu'on a eu la chance de pouvoir interviewer au Centre Superhumans, qui se considèrent vraiment comme appartenant à la famille Superhumans. Donc ça, c'était vraiment un message extrêmement positif, tourné vers l'avenir, et à aucun moment on a été dans un aspect négatif lié à évidemment ces drames, parce que ça reste des drames humains. Donc ça a été extrêmement marquant pour nous, le fait de constater que tout le monde a le sourire, tout le monde est dans une dynamique positive de reconstruction et de regard vers l'avant. Et pour ce qui est du centre en lui-même, nous, Expertise France, on accompagne ce centre depuis longtemps maintenant. On accompagne aussi la création du nouveau centre Superhumans qui va ouvrir dans quelques semaines, mois, à Odessa en juin, et d'ailleurs notre directeur général s'y rendra pour l'inauguration. Ce centre, pour nous, il incarne en réalité tout ce que je vous partageais sur l'esprit et l'ADN d'Expertise France, d'accompagnement d'acteurs qui sont engagés auprès d'une cause qui nous dépasse tous, et en l'occurrence auprès d'une cause qui leur est imposée par le contexte actuel. Et donc ce qui était vraiment frappant de rencontrer ces patients, ce personnel soignant, c'était de voir justement cette dynamique positive de reconstruction, par la reconstruction au sens littéral du terme. Et donc vraiment, c'était un esprit qui nous a vraiment fait penser à ce que nous, Expertise France, on accompagne au quotidien. Ce côté résilience, ce côté marche en avant, rencontre avec des partenaires avec lesquels on travaille main dans la main. Et ça, c'était vraiment un moment très marquant, je crois, de notre séjour ici. Et rappelons à nos auditeurs, aux personnes qui nous regardent aussi, qu'en fait, il y a beaucoup de blessés de guerre actuellement en Ukraine. Et donc le problème, ce n'est pas un problème mineur, c'est un problème qui touche des dizaines de milliers de familles, en fait, puisque cette guerre, elle est de nature, en fait, de faire beaucoup de gens qui vont subir des amputations. Parmi eux, nous avons tous vu des hommes, mais aussi des femmes et aussi des enfants. Donc, et ça, c'est comment réapprendre à vivre et comment la technologie peut aider, en fait, à des personnes qui ont perdu une partie de leur corps de rester en vie, pas seulement rester en vie, mais de mener une autre vie. Et après, ça touche aussi le problème de la visibilité, en fait, quand on marche aujourd'hui sur les rues de Kiev ou n'importe quelle autre ville de l'Ukraine, vous allez assez facilement voir des gens qui portent dans leur corps, en fait, cette preuve très visuelle, en fait, de la guerre. Et donc, c'est capital, en fait. C'est pas un problème comme ça, superflu, qui touche une petite partie de gens. C'est vraiment, ça touche toute la société. Gallagher, je reviens vers vous. Donc, vous avez parlé de ce théâtre, de la force de l'art, en fait, pendant la guerre, qui est encore plus important en guerre qu'il était pendant le temps de la paix. Un autre endroit que vous avez visité à Tchernigiv, c'était l'hôpital psychiatrique, là où l'Expertise France intervient d'une manière très cohérente depuis, vous allez nous dire, depuis des années. Oui. C'était même avant la guerre. Mm-hmm. Donc, c'est un hôpital important parce qu'il est régional, parce qu'il gère les problèmes des enfants de toute la région, pas que la ville. Quelles étaient vos impressions, Gallagher, et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que je n'ai aucun courage, ni moral et physique, donc j'appréhendais énormément cette visite, parce que, et je ne dis pas que les gens qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas nécessairement ressentir cette émotion, il se trouve que j'en ai, et j'avais très très peur de ce que j'allais voir, parce que je sais que moi, l'idée même de la souffrance des enfants est quelque chose qui me trouble et me bouleverse profondément, donc je ne m'étais pas préparé un petit peu psychologiquement. Et d'une manière générale, au fil de ces journées en Ukraine, je suis marqué en fait par ce que Jules décrivait à l'instant et qu'on a effectivement vu et ressenti, ou je vais parler pour moi, qui m'a surpris à Superhumans, ce côté en fait très, très positif. Et donc ce qu'on a vu en fait dans cet hôpital de Tcherniv, vous avez raison de préciser, qu'il sert une communauté qui est bien au-delà de celle de la ville. C'est-à-dire que toute la région, elle est dépendante de cet hôpital. Et vous savez mieux que nous, Tetiana, que les Russes, avec une insistance et une cruauté toute particulière, ciblent délibérément les structures médicales, les maternités. Encore récemment à Odessa, l'hôpital pédiatrique, donc qui sert des enfants à Tcherniv, a été pilonné par l'artillerie russe, les bombes à fragmentation. Vous y allez
encore aujourd'hui. Et vous voyez en fait les impacts sur les murs, mais plus encore que cela, vous voyez les impacts sur les visages et dans les récits qui nous ont été faits de ces semaines de mars 2022, où le chirurgien en chef de l'unité traumatologique pédiatrique a expliqué à la directrice que nous avons interviewée qu'il allait falloir opérer des enfants dans des caves, dans des sous-sols, parce qu'il n'était plus possible de le faire dans les étages, parce que les vitres étaient soufflées par les explosions et parce que le personnel ne pouvait plus assurer sa sécurité ni celle des patients. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez l'extrême délicatesse déjà à la base à laquelle il faut avoir recours pour opérer des enfants. Maintenant, vous transposez cette réalité-là dans un sous-sol qui est humide, mal aménagé, encombré. Vous avez de la tuyauterie, de la plomberie, des murs qui suintent, une odeur de terre mouillée, etc. Et ils ont fait face. Ils l'ont fait, ça. Donc, vous descendez dans les sous-sols de l'hôpital, vous voyez des petits lits d'enfants dans des caves. Vous voyez leurs dessins qui sont encore sur les murs et vous devinez les heures à la fois sombres mais fortes qui s'y sont déroulées parce qu'ils ont résisté au sens premier et le plus noble du terme. Et ce chirurgien en chef, il m'a expliqué qu'à un moment, en plus des opérations qu'il menait, c'est lui qui allait dehors faire un feu de bois pour, dans une grande marmite, préparer le repas parce qu'il faut manger, il faut que la vie elle puisse se poursuivre. Les toilettes ne fonctionnaient pas. Donc, oui, c'était en 2022. Oui, c'est en 2022, ça. Mais c'est encore vif dans les mémoires, dans les récits, quand les gens vous parlent de ça. Quand, par exemple, vous avez l'urologue en chef qui vous montre, il me l'a expliqué en ukrainien, qu'il fallait manuellement actionner la pompe qui permet de maintenir en vie un petit patient. Donc là, vous n'avez plus de fioul, de mazout, d'énergie. C'est plus une machine. C'est vous avec vos mains qui maintenez peut-être un bébé dans une unité de néonatalité en vie en actionnant manuellement la pompe qui permet de faire circuler l'air ou de maintenir les fonctions vitales. Donc c'est beaucoup de récits, beaucoup d'émotions. Mais je voudrais revenir au fait que finalement, je crois que nous qui arrivons d'Europe occidentale, on est très, dans une certaine mesure, pessimiste ou préoccupé. Moi, je suis frappé. Alors, pas nécessairement par l'humour, parce que l'humour ukrainien, je le connaissais, c'est une arme de résistance qui est ultra puissante, mais par le côté positif, quoi. C'est-à-dire, on va ça va prendre du temps, mais on va s'en sortir. C'est dur, c'est très dur. Il n'y a pas de mensonge là-dessus. Il y a plein de problèmes à l'intérieur de l'Ukraine quand on retire les Russes de cette équation. Mais même quand on prend tout ça, il y a une envie. Et il y a du talent, il y a de l'innovation, de l'inventivité, et il y a toutes ces choses que vous racontez dans votre podcast très régulièrement, Tetiana, et encore une fois qui vous frappent quand vous venez ici, quand vous y êtes confronté visuellement, humainement et au premier plan. C'est une chose de le lire, d'en entendre parler, de vous écouter dans votre podcast, accueillir des gens qui racontent cela. Le vivre, c'est tout autre chose. Oui, on a beaucoup de personnages qui racontent justement cette résilience, cette volonté de vivre tout court, en fait, Oui. des Ukrainiens qui veulent face aux dangers, qui cherchent à détruire tout un peuple. Évidemment, on doit faire face. Gallagher, vous avez mentionné cet hôpital psychiatrique. Pédiatrique. Jules, Expertise France s'occupe de cet hôpital. Et donc, cette pompe, voilà, cette image tout à fait déchirante, en fait, que d'imaginer un médecin devoir faire ce travail physique pour maintenir en vie. On peut imaginer un bébé, un petit patient. Et donc, on sait que Expertise France aide beaucoup cet hôpital-là. On peut deviner aussi en termes de générateur ou autre chose. Expliquez-nous qu'est-ce qui était déjà fait, parce qu'il y avait des travaux, etc. Qu'est-ce qui était fait pour justement, pour que ces images-là reviennent le moins possible. En fait. Oui. Alors, Expertise France accompagnait déjà, en effet, cet hôpital pédiatrique dans les soins et les médicaments qui pouvaient être apportés. Évidemment, ce drame que vient de raconter Gallagher
en 2022 a provoqué d'autres choses, d'autres types de soutien de nous, mais aussi d'autres organisations européennes. Expertise France, suite à cela, suite à 2022 et les pannes d'électricité qui ont eu des conséquences en effet assez dramatiques dans cet hôpital, on a en effet accompagné l'hôpital pour fournir des générateurs qui, de fait, sont un moyen à la fois simple, mais et extrêmement important, vital même, dans ce type de cas pour maintenir la vie et maintenir une activité à peu près normale dans un hôpital en temps de guerre. Et Expertise France a aussi fourni un accompagnement dans tout ce qui était aménagement de ce fameux shelter en souterrain. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'était le cas pour l'hôpital, c'est aussi le cas pour le centre Superhuman, c'est aussi le cas du théâtre. On a en fait dans toutes ces infrastructures, tous ces bâtiments, en fait une vie en miroir qui s'est construite. C'est-à-dire qu'on a la vie d'un bâtiment classique tel que nous, Européens occidentaux, on peut le connaître, et on a une vie en miroir qui s'est construite en parallèle au sous-sol, au -1 ou au -2, avec l'ensemble des installations qui sont finalement dupliquées dans la mesure du possible. Et donc nous, c'est en cela que Expertise France, on a apporté un appui dans la construction, dans l'aménagement, dans l'extension de ce shelter, cet abri, et en essayant, dans la mesure du possible, d'accompagner l'hôpital et les partenaires ukrainiens à améliorer les conditions de stockage des médicaments, de stockage du matériel et d'accueil des patients dans cet hôpital pour qu'ils puissent être accompagnés dans des conditions décentes et en sécurité. Voilà, grosso modo. Rappelons aussi à nos auditeurs qu'il y a plusieurs régions qui sont exposées comme Tchernigiv, il y a plusieurs régions qui sont exposées à ce risque quasi permanent en fait, de frappe, que ce soit des bombes, des drones, des missiles et autre chose. Et donc, j'ai beaucoup aimé votre définition, la vie à miroir. C'est vrai que les écoles partout dans le pays, c'est toujours dans le sous-sol. Et donc, évidemment, avec le temps, on n'est plus en 2022, on est quand même en 2026. Et donc, il y a justement tout été aménagé. Et on peut imaginer des millions d'Ukrainiens vivre, passer beaucoup de temps sous terre, quoi. Elle est d'autant plus pertinente que dans cette vie en miroir, en fait, ce qui m'a frappé, deux choses. C'est que la première, c'est que les Ukrainiens et les Ukrainiennes se réapproprient cet espace. Quand on parle et que les gens sont un peu loin, qu'on leur dit le mot shelter, ou c'est sous terre, ou c'est un bunker, ou moi j'ai parlé de cave ou quoi, on imagine quelque chose d'assez sombre, etc. Et ils ont cette intelligence de se dire, si on va y passer du temps, autant que ce soit le plus agréable possible. Et donc, on va mettre, pourquoi pas, des tableaux au mur, on va colorer ça, on va faire en sorte que cet endroit, si on doit y dormir, y vivre, y travailler, soit le plus agréable possible, sachant qu'on est quand même sous terre. Donc, vous n'avez pas des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, ça va de soi. Mais il y a cette volonté, encore une fois, et c'est une forme de résistance qui est très belle et dans laquelle je trouve une forme de poésie, de se dire, même sous terre, en fait, on va être le plus proche de nous-mêmes et le plus proche de la version optimale de nous-mêmes. C'est-à-dire dans la célébration de notre culture, de notre langue, de notre art, de notre cuisine, de notre vivre ensemble, de nos chamailleries aussi, des différences qu'on peut avoir entre nous. Tous les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne sont pas d'accord entre eux, mais il y a une manière d'en rigoler, parce que tout à l'heure, je parlais de cette formidable arme qu'est l'humour. Et quelque chose qui me fait toujours beaucoup rire en Ukraine, c'est la manière dont l'absurde est manié. Et je vous donne un tout petit exemple qui m'a frappé tout à l'heure. On est ici au Ukraine Crisis Media Center, à un petit jet de pierre du fameux Maïdan, et sur la place Maïdan, qui est une place qui est très imposante, qui baigne d'une très belle histoire, celle d'une des plus grandes révolutions européennes, celle qui marque une aspiration européenne et un élan populaire qui, moi, encore une fois, m'a beaucoup et continue de m'émouvoir. Et je me retourne, il y a cette minute de silence quotidienne à 9h, avec cette horloge qu'on entend, ces gens, cette vie qui se fige tout d'un coup, des voitures, des passants, des gens qui vont au travail, des gens qui sont simplement là, tout s'arrête, c'est très solennel. Et je me retourne pour vraiment prendre tout ça, digérer tout cela. Et je vois un petit poster de Nirvana qui a été délicatement posé au milieu de la place du Maïdan par une personne jeune ou pas jeune, j'en sais rien. Mais c'est complètement absurde, et en même temps, ça dit beaucoup de la mentalité, je crois, en tous les cas, c'est mon point de vue très personnel, ukrainienne, qui est de l'humour, de l'absurde,
un goût pour oui, ces artistes, cette musique, ce qu'ils ont pu incarner à une époque. Et le fait d'aller poser ça là, pour moi, c'était un peu cette mentalité qui me faisait un clin d'œil à moi. Ça m'a fait beaucoup sourire. Je nous amène un petit peu loin, je suis désolé. Revenir juste sur cet hôpital. Pour dire que ils y ont maintenu la vie au-delà de la survie. Et le travail d'Expertise France qu'on a vu, il est important. Parce que qu'est-ce que ça dit? Le fait que cette vie en miroir continue de se développer, ça veut dire que la guerre, elle n'est pas terminée. Et que Tchernihiv, pendant des semaines, a été assiégée, bombardée. C'est une ville martyre. Et on est au nord, il ne faut pas oublier notre géographie. On n'est pas très loin des frontières avec la Russie et la Biélorussie. Et donc, il y a eu cette expérience de ce qu'on appelle un peu maladroitement la zone grise, la zone d'occupation. Et il y a cette idée que, écoutez, on va tout faire pour que ça n'arrive plus jamais, mais si ça devait malheureusement, tragiquement advenir à nouveau, on sera davantage prêt et on sera davantage fort. Et donc, c'est important effectivement qu'il y ait cet accompagnement et que nous aussi, de notre côté, qui venons de loin ou pas, nous comprenions cela également. Qu'on ne referme pas trop vite cette page en se disant « bon, ça c'est bon, c'est traité, on peut passer à autre chose ». Je pense que ça, c'est un risque énorme. Oui, c'est un risque énorme, c'est très important. Voilà, toute cette population-là qui... Vous venez de le dire, les Ukrainiens qui sont très différents, mais je pensais tout de suite à une chose qui nous caractérise peut-être tous, c'est qu'on devrait manquer de vitamine D tout le temps, parce qu'on est tout le temps au sous-sol, notamment aux enfants. Il faudrait prendre des comprimés supplémentaires, peut-être une bonne idée pour Expertise France aussi. Jules, je reviens vers vous. Donc voilà, cette vie un peu souterraine, à la fois, donc on comprend en fait que ce que cherche l'ennemi, c'est pas seulement détruire, mais aussi on appelle ça la déportation par les bombes. C'est-à-dire, peut-être pas par hasard que vous avez choisi comme cible cette région de Tchernihiv, qui est au nord, comme vient de dire Gallagher, qui est près de la frontière et qui est fragile. Parce qu'il est, et voilà. Donc s'il y a même s'il n'y a pas une avancée majeure avec les chars, comme on a vu en 2022, l'idée de l'ennemi, c'est de rendre la vie difficile, voire impossible, voire invivable. Faire de la sorte que les familles, avec les enfants, c'est ça l'avenir en fait. Les enfants qui partent après, de toute manière, ça va amener une stagnation parce qu'avec le départ des familles, il y aura moins de gens qui vont travailler, ça va avoir un impact sur l'économie. À quel point cette idée-là, que de résister, c'est aussi rester sur place, même dans les endroits qui ne sont pas très cool, comme Tchernihiv, comme je mentionnerais Soumy, autres régions, et qu'on voit que c'est important pour ce que vous faites à l'Expertise France. Alors, Expertise France, nous, on est présent dans de nombreuses régions, y compris des régions ayant des contextes très, très difficiles. On est actuellement présent, par exemple, au Moyen-Orient, qui est une autre zone de crise soumise à de nombreux bombardements. Et nos équipes travaillent très dur pour justement rester, appuyer les populations et les partenaires qui sont sur place, qui eux aussi cultivent cette forme de résilience depuis très, très longtemps. Nous, il est crucial que l'on reste en Ukraine et qu'on reste aux côtés de nos partenaires et des acteurs de terrain, que ce soit à l'hôpital, au théâtre de Tchernihiv ou dans des régions un peu plus reculées, Novi Bilous notamment, où on a échangé avec quelques-uns de ces habitants qui nous témoignaient du passage finalement de l'ennemi russe devant leurs portes et qui nous racontaient l'importance pour eux de finalement rester dans cette région-là, rester sur place parce cela relève finalement d'un ancrage et donc d'une résistance par l'ancrage dans ces terrains-là. Et donc cette idée de rester, nous, Expertise France, aux côtés de ces partenaires, c'est le meilleur moyen de les appuyer, d'une part, parce que cette proximité, c'est ce qui fait notre force. Quand je dis notre, c'est tous, la force des Ukrainiens, mais aussi la force d'organisations comme Expertise France, le fait de pouvoir être au contact du terrain, constater, relever les besoins, avoir cet état des lieux de finalement, quels ont été les constats, qu'est-ce qui a été mal fait à notre niveau, qu'est-ce qui peut être amélioré, il n'y a pas de meilleure façon de le faire que de le faire directement dans les conditions du réel. Et c'est de pouvoir constater ce qui s'est passé à l'hôpital pédiatrique, ce qui s'est passé au théâtre et quelles ont été les conséquences pour l'activité du théâtre, comment eux
ont aussi organisé une forme de résilience avec ce shelter qui donne lieu à des répétitions encore aujourd'hui et des pièces de théâtre, hein. Et ça, c'est un modèle pour nous. Le fait de constater que cette vie souterraine, non seulement permet d'amener cette forme de résilience de l'activité de ces différentes infrastructures, mais même peut-être d'aller au-delà encore. Et voilà, la directrice du théâtre me montrait des vidéos de répétitions, de pièces en cours dans ce shelter, et je trouve qu'il n'y a pas plus belle image de constater que le théâtre, qui est une forme d'évasion, peut se réaliser dans un shelter. L'évasion dans un abri, c'est quand même quelque chose c'est une image qui est à la fois magnifique et qui dit beaucoup, je trouve, de l'esprit de résilience du peuple ukrainien et dont on essaye de s'inspirer à notre niveau à Expertise France. On conjugue le verbe rester. Il y a un autre verbe qui m'a marqué, c'est le verbe revenir. Résister, c'est aussi revenir dans son pays, y compris quand on est un jeune homme. Et on a eu l'opportunité d'interviewer un jeune entrepreneur qui a été, je pense, identifié par une des initiatives européennes qui s'appelle EU4 East. Innovation East. Initiative, oui. Et qui a bénéficié d'une belle dotation pour développer un programme qui s'appelle Chest for Me et qui vise, au travers de l'enseignement des échecs, d'enseigner la stratégie aux enfants ukrainiens. C'est-à-dire de leur dire, voilà, on a des problèmes tout de suite, parce que vous savez, les échecs, c'est une affaire de projection, en fait. Mais on va regarder le souci tout de suite, mais essaye de te projeter au-delà. Et au travers de ce jeu, de manière très, très ludique, de développer une capacité de réflexion avec une certaine profondeur au travers de cette projection. Pourquoi je vous parle de lui ? Parce que je vais poser des questions sur son parcours. Il a été très honnête. Il m'a dit, tu sais, je suis rentré... il me parlait en anglais, donc je vais estimer qu'il me tutoyait. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique et très inspirant. Il m'a dit, tu sais, je suis rentré il y a quelques mois et j'avais très, très peur en rentrant. Et je lui ai dit, tu avais peur de la guerre ? Il m'a dit, non, j'avais pas peur de la guerre. J'avais peur du regard de mes compatriotes. Et j'avais peur du regard de mes amis, parce qu'ils savent que je suis parti. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il m'a dit, ça les a beaucoup rassurés et ils étaient très, très heureux que je rentre. Ça leur a fait très plaisir. Parce que, je prends un autre exemple, un des collègues d'Expertise France, ici un jeune qui s'appelle Kostia, Jules me racontait ce matin en allant à sa rencontre que dans un moment un peu intime, comme on peut avoir avec des collègues sur le terrain de temps en temps, la journée se termine, on boit un thé, un café, et qui lui disait, tu sais, j'ai plus que 2 amis ici. Avant, j'en avais plein. Mais ils sont où tous tes amis alors ? La moitié sont au front et tous les autres sont partis. Et donc, ce jeune entrepreneur m'expliquait que en fait, sa vie quelque part à l'extérieur de son pays, même s'il faisait plein de choses, il avait du succès, etc., avait de moins en moins de sens. Et il a éprouvé ce besoin, j'essaie de trouver l'adjectif qui correspond le mieux, presque c'est pas inexorable, mais ce besoin pressant, en fait, impérieux, voilà, de rentrer, d'être ici, chez lui, et de faire ce qu'il sait faire, de l'entrepreneuriat, créer des opportunités, notamment cette initiative qui tourne autour des échecs, pour toucher des enfants un par un autour de cette idée de la stratégie, de la projection, etc. Maintenant, le défi, quand on parle à des gens qui veulent rester ici, qui comprennent que c'est aussi en maintenant l'économie, la capacité de création d'entreprises et d'innovation économique qu'on aide l'Ukraine. Il me disait, notre grand souci, c'est juste de trouver des gens qu'on puisse embaucher. On manque d'êtres humains. Moi, il y avait une chef d'entreprise hier qui nous disait, moi, je suis prêt à embaucher n'importe qui. Vraiment, je cherche juste des êtres humains. Je peux les former à partir de rien. Je vais leur donner la formation dont ils ont besoin, mais c'est extrêmement difficile. On a des discussions aussi avec des jeunes hommes qui nous disent, avec beaucoup de franchise, il y a un sujet qui est probablement, et vous le savez mieux que nous, Tétiana, le plus sensible, qui est le sujet de la mobilisation. Et qui nous disent que les choses ont changé récemment, qui a un côté encore plus arbitraire et parfois brutal que précédemment, qui fait que certaines entreprises conseillaient à leurs employés de ne plus prendre le métro et leur payaient le taxi, et que ces mêmes entreprises disent à leurs employés, en fait, ne prenez ni le métro ni le taxi, mais travaillez chez vous. Parce que sinon, on ne va plus avoir d'employés.
Et on a besoin de préserver cette main-d'œuvre pour maintenir en vie l'entreprise, ses finances et l'activité. Donc toutes ces conversations, elles nous permettent encore une fois d'appréhender tout cela de manière très concrète, de recueillir ces témoignages afin de pouvoir ensuite mettre tout cela sous la forme d'un documentaire. Alors oui, effectivement, c'est un vrai problème puisque c'est vrai que plusieurs familles, femmes, enfants et aussi les hommes sont partis. Évidemment, l'effort de guerre dure plus de 4 ans. Cet effort de guerre de la grande invasion, mais évidemment, la guerre dure depuis 2014. Et donc, comme on disait, en fait, l'ennemi cherche à dépeupler tout d'abord les ressources humaines, c'est-à-dire tout d'abord les populations. Et donc, toute action, comme action de l'Expertise France, qui vise à soutenir les populations dans les situations difficiles, qu'il s'agit d'un hôpital pédiatrique, d'un théâtre ou d'un centre où on soigne des blessés de guerre ou des civils avec des amputations, évidemment, c'est ça qui change la qualité de la vie et qui joue comme un facteur important pour que les gens restent ou pour que les gens reviennent. Et ma dernière question va à vous, Gallagher. Vous avez visité, ce n'est pas votre premier voyage, n'est-ce pas? En Ukraine, vous avez déjà visité le pays. Vous revenez plus tard, des années plus tard, vous avez même écrit un livre sur Volodymyr Zelensky. En quoi est-ce que consistent, selon vous, les changements les plus importants? Puisque cette guerre, elle est loin d'être terminée. Et donc, quels changements sont fondamentaux et qu'est-ce on puisse prévoir étant donné que la guerre, elle va durer malheureusement? Je suis très marqué par votre formule parce que c'est une conversation qu'on a eue justement avec l'un des jeunes hommes qui nous accompagne et qui, quand je lui ai parlé des 2 documentaires qui ont marqué beaucoup de monde, moi y compris le travail de Mislav Tchernov, 20 jours à Mariupol et 3000 mètres d'Andrivka, et lui m'a dit que la phrase qui l'a plus marqué, c'est que cette guerre pourrait durer toute notre vie. Et ce jeune homme qui s'appelle Ivan Zakharenko m'a dit on est au point où psychologiquement c'est pas qu'on l'accepte, mais c'est qu'on s'y prépare. Et c'est la même idée par rapport à la mobilisation, c'est-à-dire que si à un moment je dois y aller, ça se prépare. Vous ne pouvez pas être cueilli comme ça à froid. Et donc vous pouvez élargir ça à l'ensemble du pays. Il y a cette idée d'un pays qui s'est levé, qui est entré en résistance et qui, malgré lui, comprend, parce que l'Europe n'est pas totalement à la hauteur. Les Américains, on n'a pas ouvert cette conversation, on ne va pas le faire maintenant en fin de podcast, mais voilà. Et donc, l'Ukraine doit compter sur elle-même. Et donc, il y a cet effort d'autonomisation qui est manifeste, c'est-à-dire d'accueillir l'aide extérieure, d'apprendre énormément, mais dans une dynamique d'indépendance et d'autonomisation, afin de ne plus être, pour son existence, dépendante d'aide, d'apports extérieurs. Donc ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Mais ce qui me marque en venant ici, c'est l'urgence que nous, qui venons de l'extérieur, devrions éprouver dans l'idée d'apprendre des Ukrainiens. Vous êtes très en avance sur nous et dans beaucoup des secteurs dont nous avons parlé, parce que cette expérience terrible que vous n'avez pas choisie et qui vous a été imposée par un agresseur extérieur, vous en avez, et c'est l'une des facettes les plus fascinantes du génie ukrainien, fait une ou des opportunités. On parlait de cette réappropriation du shelter, on parlait de des initiatives mises au point par des médecins, des entrepreneurs, Superhumans, qui est en train de devenir une marque à l'échelle mondiale, à la fois parce qu'il y a la qualité technique, technologique, mais aussi la philosophie qui accompagne tout ça. Donc il y a le savoir-faire, le savoir-être, dans l'épreuve et l'adversité la plus cruelle et la plus dure. Donc ce qui me marque, c'est qu'il y a effectivement, et pour reprendre la métaphore de Jules Bismuth tout à l'heure, en miroir du front, il y a ce deuxième front, celui sur lequel nous sommes en ce moment même, celui sur lequel vous êtes avec votre podcast, Tetiana,
et l'importance en fait d'y être actif et d'être constamment dans l'innovation, parce que l'un des pièges de la situation d'attrition, d'usure, de stabilisation, c'est de s'installer non pas dans un confort, mais dans une sorte de routine, alors qu'il faut constamment chercher la rupture, parce qu'il ne faut jamais, et c'est pas vous qui me direz le contraire, et c'est ça aussi que je viens en Ukraine apprendre, abandonner l'idée que la victoire est quelque part. Il ne faut pas renoncer à l'idée de la victoire. Et moi, je pense que l'un des pièges qui guettent les Européens, parce que l'usure, parce que la paresse, parce que la fatigue, parce que la distance, c'est de se dire, bon, on va accepter la zone grise, on va accepter l'entre-deux, on va accepter une plaie qui purule, on va accepter une cicatrice ou une blessure mal cautérisée. Ça va saigner un petit peu, c'est pas très joli, il faut espérer que quelqu'un ne repasse pas un peu de sel dessus parce que ça pique, mais on fera avec. Non, il faut refuser cela. Donc il y a tout ça. Je suis encore en Ukraine, mon voyage n'est pas terminé et on va, avec Jules Bismuth, rester encore plusieurs heures en Ukraine. Donc je n'ai pas de conclusion définitive à vous livrer, mais ça reste un pays qui m'inspire, qui doit nous inspirer, qui fascine au sens positif du terme, et qui aussi, Jules tout à l'heure parlait du théâtre proche et moyen-oriental, la manière dont le président Zelensky gère le rôle que l'Ukraine peut et est déjà en train de jouer dans cette autre crise, doit aussi beaucoup inspirer, à mon sens, les Européens. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Gallagher Fenwick, grand reporter, éditorialiste de la politique internationale, et Jules Bismuth, chargé de communication à Expertise France. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.